à tous, c'est Antoine et aujourd'hui j'ai mis le t-shirt de circonstance puisqu'on est là pour parler de nouveau de The Batman, mais cette fois je ne suis pas là pour vous dire à quel point j'aime le film de Matt Reeves, mais Dieu sait que j'aime ce film puisqu'on en a parlé en vidéo. Aujourd'hui on est là pour parler de ses premiers pas au box-office afin de constater si le film est bien le phare dans la nuit, ou plutôt le bat-signal d'ailleurs, tant attendu par certains pour confirmer un retour en force des spectateurs dans les salles de cinéma. Parce que mine de rien, The Batman symbolise un drôle d'anniversaire puisque la pandémie de Covid-19 a vraiment frappé de plein fouet le monde, alors en dehors de la Chine, aux alentours de mars 2020, mois durant lequel a d'ailleurs été lancé en France le premier confinement et donc la première fermeture des salles de cinéma. Et en plus, avec son tournage maintes fois stoppé qui s'est étalé sur plus d'un an, le film a fait partie de cette liste finalement assez réduite de blockbusters extrêmement attendus et repoussés pendant de longs mois, de Mourir peut attendre à Spider-Man No Way Home qui ont pour leur part été d'énormes cartons. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quand même deux enjeux majeurs autour de The Batman. Le premier que j'ai déjà pas mal mis en avant dans ma critique, c'est que pour un blockbuster, The Batman c'est quand même une petite prise de risque. Alors certes, le personnage est suffisamment adulé pour attirer les curieux, mais l'ensemble a quand même une vision très personnelle, dont la noirceur n'a d'égal que sa rythmique assez lancinante et étalée sur plus de 3 heures. Donc autant dire que face à la concurrence qui a souvent tendance à avoir une approche assez lisse pour espérer contenter tout le monde, The Batman est un film qui risque de diviser, et c'est d'ailleurs le cas à écran large où je suis de loin celui qui a le plus aimé le film par rapport notamment à Simon ou Geoffrey, et c'est quelque chose qui sur le long terme peut quand même jouer sur le bouche à oreille autour du film. Et le deuxième enjeu, c'est la place du film dans la mythologie DC. Alors ça peut paraître être une évidence pour les spectateurs avertis, et c'est sans doute le cas si vous côtoyez cette chaîne, mais il faut bien comprendre qu'une grande partie des spectateurs ils sont un peu perdus en ce qui concerne les univers étendus de super-héros. Alors Marvel, en tant que marque, a bien réussi à faire comprendre maintenant que tout était lié dans un seul et unique univers, mais pour DC, c'est un peu une autre mayonnaise avec l'échec de son DC Extended Universe. Et alors qu'on a eu pas moins de 3 Batman différents en à peine 10 ans, donc Christian Bale avec The Dark Knight Rises, Ben Affleck sur Batman vs Superman et Justice League, et maintenant Robert Pattinson, il était important que The Batman marque bien son autonomie et le fait qu'il est le commencement d'une potentielle nouvelle franchise. Je m'attarde là-dessus parce qu'il est assez évident pour moi que cette confusion est l'une des raisons de l'échec d'un autre film DC sorti l'an dernier, à savoir The Suicide Squad, puisque le film de James Gunn, aussi excellent soit-il, a peiné à faire comprendre sa nature au travers de sa promotion. On parlait à la fois de suite à l'Affreux Mollard de David Ayer sorti en 2016, mais en même temps de soft reboot, même si on retrouvait certains acteurs du précédent film. Bref, c'était un peu le bordel et ça a clairement pas aidé les spectateurs à savoir ce qu'ils allaient voir en salle. En tout cas, il semblerait que The Batman ait réussi à convaincre sur les deux tableaux, puisque d'un côté, les retours sont globalement positifs, et le box-office est on ne peut plus encourageant. Alors en France, où le film est sorti le mercredi 2 mars, on a clairement pu constater un appétit pour les nouvelles aventures du Chevalier Noir, puisque The Batman a récolté sur son premier jour de sortie pas moins de 257 546 entrées, chiffre pour lequel il faut prendre en compte les nombreuses avant-premières faites sur le territoire hexagonal le mardi soir, et qui ont elles seules attiré 87 155 spectateurs, soit 34% du nombre total. Alors tout ça donne un résultat plutôt enthousiasmant puisque The Batman s'impose non seulement comme le meilleur démarrage de 2022 jusqu'à présent en France, mais il est également le deuxième meilleur démarrage d'un film Batman sur le territoire, dépassant très légèrement The Dark Knight et ses 253 858 entrées. Alors certes, le film est encore très loin de The Dark Knight Rises qui avait pratiquement doublé ce score avec 423 970 entrées, mais le dernier Batman de Christopher Nolan était d'une part sorti durant l'été 2012, période toujours plus propice pour attirer le grand public en salle, et en plus c'était quand même le troisième et dernier volet d'une saga extrêmement appréciée. Du coup ça fait plus sens de le comparer à d'autres premières apparitions de Batman au cinéma. Donc si on prend un rebours, Batman v Superman avait lui attiré 196 000 spectateurs, Batman Begins lui était parvenu à 111 000 spectateurs, et le premier Batman de Tim Burton avait lui accueilli 181 000 spectateurs. Donc Robert Pattinson s'en sort finalement beaucoup mieux que ses petits camarades, et ce malgré le contexte sanitaire encore peu favorable. Jusqu'à présent, The Dark Knight Rises reste encore le plus grand box-office français pour un film Batman, récoltant un total de 4,4 millions d'entrées sur pas moins de 9 semaines. Alors la question c'est un peu de savoir, est-ce que The Batman arrivera à dépasser ce score ? C'est pas impossible, puisque son démarrage n'est pas si éloigné d'un autre blockbuster sorti durant la pandémie, à savoir Mourir peut attendre, le dernier James Bond en date, qui avait pour le coup rameuté 288 000 spectateurs lors de son premier jour de sortie, avant de finir son exploitation aux alentours de 4 millions d'entrées. Donc ça semble être un objectif raisonnable pour The Batman, même si on serait encore très loin des 7,2 millions d'entrées engrangées par le recordman absolu de la pandémie, qui est bien évidemment Spider-Man No Way Home. Mais alors qu'en est-il sur le sol américain où The Batman est sorti le vendredi 4 mars ? Eh bien
pas mal du tout, puisque les premières estimations l'orientaient avec optimisme autour des 120 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation, donc du vendredi au dimanche, et résultat, il en a obtenu un peu plus, puisqu'il a réussi à atteindre 128,5 millions de dollars de recettes. Alors là encore, c'est le meilleur démarrage de 2022, qui dépasse le précédent détenteur du titre qui était Uncharted. Alors il faut même savoir que le film a ramassé 57 millions de dollars sur la seule journée du vendredi, alors qu'Uncharted avait pour sa part engrangé 44 millions de dollars sur l'entièreté de son premier week-end. Ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Et pour aller plus loin, The Batman s'impose quand même comme une sacrée touche d'espoir dans le box-office américain et rassure quant à l'attrait des salles de cinéma, puisqu'il est le deuxième film à dépasser la barre symbolique des 100 millions de dollars au box-office sur son premier week-end depuis le début de la pandémie. L'autre film à avoir réussi cet exploit, c'est bien évidemment encore une fois Spider-Man No Way Home, qui avait d'ailleurs pour le coup défié toute logique avec ses 260,1 millions de dollars sur son premier week-end, ce qui reste quand même assez dément. À titre de comparaison d'ailleurs, pour faire dans l'anecdote assez légère, en mars 2021, donc il y a un an, le monde entier était plus que ravi face au succès de Godzilla vs Kong, un autre film Warner, qui pour le coup avait récolté 31,6 millions de dollars. Et c'était déjà pas mal pour l'époque. Mais alors, comment se positionne The Batman par rapport aux autres films sur le Chevalier Noir? Et bah là encore, plutôt bien compte tenu du contexte sanitaire, puisqu'il est le 4e meilleur démarrage domestique, donc à comprendre sur le sol américain, d'un film Batman. Alors si on prend un rebours dans le classement, on a d'abord The Dark Knight qui était à la 3e position avec 158,4 millions de dollars. Ensuite, on a The Dark Knight Rises avec 160,8 millions de dollars. Et enfin, le recordman là, dans la catégorie, c'est Batman v Superman avec 166 millions de dollars. Néanmoins, il faut un peu nuancer tout ça, puisque le démarrage, c'est très bien, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'avec sa réception mitigée lors de sa sortie en 2016, Batman v Superman a connu une chute de fréquentation drastique dès sa 2e semaine, qui l'a finalement amené à peine à un total de 330 millions de dollars sur l'entièreté de son exploitation américaine. A l'inverse, le bouche à oreille très positif autour de The Dark Knight a aidé le film à devenir un véritable phénomène, au point de récolter sur la durée 534,9 millions de dollars sur le sol américain. D'ailleurs, The Dark Knight et The Dark Knight Rises font partie de la liste très réduite des films dont le box-office mondial, donc vraiment pas seulement aux États-Unis, leur a permis de devenir milliardaire, ce qui semble être très clairement l'objectif de The Batman, surtout que la prouesse est depuis pas mal d'années l'apanage quasi unique de Disney, que ce soit avec Star Wars ou Marvel. Pour l'instant, le film semble bien parti pour ça, puisque ses recettes internationales, donc à comprendre en dehors de l'Amérique du Nord, ont déjà atteint les 120 millions de dollars au total, ce qui fait que pour le moment, le box-office mondial de The Batman, en à peine une semaine, a atteint les 248,5 millions de dollars, ce qui est plutôt très encourageant. Alors tout ça c'est très bien, mais finalement la question qu'on peut quand même se poser, c'est pourquoi le succès de The Batman au box-office est aussi important. Et pour moi, il y a un peu deux raisons à ça qu'on va justement explorer ensemble. Alors la première, c'est que The Batman, c'est un film Warner, et vous vous en souvenez peut-être, mais fin 2020, en plein cœur de la pandémie, Warner avait créé un tollé avec sa stratégie du Day and Date, c'est-à-dire la sortie simultanée de ses nouveaux films à la fois dans les salles de cinéma ouvertes, mais aussi sur sa plateforme de streaming HBO Max pendant 30 jours. Alors derrière l'argument assez fallacieux du choix donné aux spectateurs, il est clair que Warner a surtout cherché à donner un coup de boost à sa plateforme de streaming, quitte à faire du mal à des films qui forcément se retrouvaient instantanément disponibles en téléchargement illégal, et le tout en très bonne qualité. Alors si je voulais nuancer ça, on pourrait dire que les films Warner qui ont le plus floppé en 2021 en salle n'étaient de toute façon pas forcément ceux qui avaient le plus intéressé les détenteurs d'HBO Max, les rares stats d'HBO Max le prouvent, mais il est quand même clair que certains films en ont clairement pâti, que ce soit The Suicide Squad ou plus récemment justement Matrix Resurrections, dont on a d'ailleurs parlé en vidéo. Le truc c'est qu'au final, la stratégie de Warner ne s'est pas révélée totalement concluante et le studio a quand même compris que la salle de cinéma possède un attrait, j'oserais même dire une forme de prestige que le streaming ne possède pas, ou du moins pas encore. Le cinéma, ça reste le meilleur moyen de créer un phénomène sociétal où tout le monde se retrouve collectivement devant un écran géant vers lequel il a fallu faire l'effort de se déplacer, et donc ce qui impose a priori d'avoir envie de voir le film. Du coup, Warner a assuré qu'il arrêtait sa stratégie du Day and Date dès la fin de 2021, Matrix Resurrection étant le dernier film à subir un peu cette double sortie, mais il fallait quand même que les chiffres de ses prochaines sorties confirment qu'il s'agissait de la meilleure décision à prendre. Du coup, ça tombe bien, The Batman c'est la première sortie majeure du studio en 2022, et son succès n'en est du coup que plus rassurant. Et l'autre raison, c'est que The Batman prouve que le succès monstrueux de Spider-Man No Way Home, qui je le rappelle a quand même atteint les 1,8 milliard de dollars au box-office mondial, c'est quand même assez dingue, n'était pas qu'un épiphénomène propre aux productions Marvel. Alors que la période de Noël a été assez assassine pour des films comme Matrix Resurrection, West Side Story ou encore Nightmare Alley, le film de Matrix il prouve quand même bien que le box-office est
en train de retrouver des couleurs, même si la pandémie a un peu précipité un nouveau paradigme avec les plateformes de streaming. En bref, il y a bien un futur post-Covid pour les salles de cinéma, même si cela implique de repenser le système. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer l'information, mais AMC, la plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis et même dans une grande partie du monde, puisqu'il possède également la chaîne Odéon en Grande-Bretagne, a annoncé la semaine dernière qu'elle allait expérimenter une variation tarifaire sur certains films, et The Batman sera le premier à justement en faire les frais. L'idée, c'est que le ticket coûtera 1,50$ plus cher que pour les autres films projetés dans les mêmes cinémas. Alors pour le moment, c'est difficile de se faire totalement un avis clair sur la question au vu du manque d'informations d'AMC, mais il faut quand même bien comprendre que par rapport à la France où une dizaine de films sort chaque semaine dans les salles, les États-Unis n'ont qu'une poignée de films par semaine et souvent un très gros blockbuster dans le lot. Alors cela fait plus sens a priori pour eux de créer cette distinction pour relancer l'économie qui en plus a bien morflé durant la pandémie, même si jusque-là, en fait cet aspect moins démocratique du cinéma, il existait, mais il concernait surtout les salles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs ou ailleurs, le cinéma s'est de plus en plus rapproché du théâtre où le prix de votre ticket il influe sur la qualité de votre séance, que ce soit par rapport au confort des sièges, à la présence de l'IMAX, du Dolby Atmos, du Dolby Vision ou de l'eau qu'on vous jette à la gueule en 4DX ou que sais-je. Mais en jouant directement sur le choix du film, ça pose un autre problème, d'autant plus que le cas de Batman il est quand même assez flou. Est-ce que le tarif il augmente parce que le film dure 3 heures et que du coup vous faites une séance de 3 heures dans une salle plutôt que 2 séances d'un film d'1h30? Est-ce que c'est parce que c'est un blockbuster qui a coûté 200 millions de dollars? Ou est-ce que c'est parce que Batman est en lui-même synonyme de succès parce que c'est un super-héros extrêmement populaire? Dans tous les cas, je me permettrai juste de dire qu'il me semble y avoir un risque là-dedans parce que quelle que soit l'approche, ça ne peut que provoquer une uniformisation de la production cinématographique en elle-même. On voit déjà bien que le cinéma super-héroïque écrase un peu tout sur son passage et qu'en fait aussi les budgets moyens, entre 50 et 80 millions de dollars de budget, qui sont des films qui sont du coup des enjeux financiers quand même importants mais qui n'ont pas forcément la force de frappe des gros blockbusters américains, ces films-là ils ont globalement disparu depuis 20 ans pour ne privilégier qu'une poignée de projets très coûteux par major et en parallèle quelques micro-budgets. Donc augmenter le tarif de quelques films prestigieux peut vite amener à des dérives qui vont plus que jamais segmenter les films en eux-mêmes. Mais au-delà de ce débat, le démarrage canon de The Batman est quand même bien la preuve à travers le monde que le Covid n'a pas fait disparaître le désir des spectateurs de se ruer en salle. Alors non, Netflix et Disney+ n'ont pas tout bouffé et c'est encore plus rassurant de voir que ça peut encore concerner un film avec une proposition de cinéma forte et pas un bidon de lessive fini à la pisse comme Spider-Man No Way Home ou Uncharted. Et je vais me faire des amis avec cette dernière phrase. Voilà, c'était notre petit décryptage du box-office de The Batman. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à le partager ou à lire les divers articles qu'on aura fait sur Écran Large sur la question d'ailleurs. Avant de vous quitter, il est de mon devoir de vous rappeler qu'Écran Large est un site indépendant et du coup pour ça on a besoin de vous pour garder notre plume acerbe et cela passe par un abonnement qu'on propose sur le site qui non seulement fait de vous quelqu'un de très sympa mais vous donne aussi quelques contreparties comme l'accès exclusif à des dossiers que l'on écrit chaque semaine. Alors ce sont des articles fouillés et passionnés que chaque rédacteur fait au travers desquels on revient sur des films qui nous passionnent. Alors récemment on est notamment revenu sur l'incroyable Contact de Robert Zemeckis ou encore sur L'Année du Dragon, le génial film de Michael Cimino. Alors le lien vers cet abonnement est en description. Et quant à moi, je vous laisse parce que je pars réécouter la bande originale de The Batman qui déchire sa race. Ciao! Stop.